Et les réactions suite à la chute du régime de Bachar el-Assad ont été nombreuses. On va les analyser avec notre invité David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Bonjour. Bonjour. Avant même les premières annonces de la chute du régime, le Premier ministre syrien, Mohamed Al-Jalali, s'est dit prêt à coopérer avec tout nouveau leadership. Comment on peut interpréter cette déclaration du Premier ministre syrien ? C'est pour éviter la perspective potentielle du chaos, de toute façon, parce qu'il est resté effectivement, il a dit qu'il était aujourd'hui dimanche à son bureau et qu'il attendait les contacts avec les vainqueurs, en l'occurrence le chef de Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire Abou Mohamed al-Joulani, qui normalement est celui qui va mettre en place un certain nombre une gouvernance en tout cas, post-Bachar. Une transition ? Une transition avec toutes les incertitudes évidemment sous-jacentes, puisque c'est une situation quand même qui est très, très complexe. Le Kremlin, de son côté, a affirmé que le président syrien avait démissionné de son poste et quitté la Syrie. Est-ce qu'on peut dire que la Russie est le grand perdant de cette chute du régime de Bachar el-Assad ? Il y a deux perdants. Il y a la Russie, ses soutiens, la Russie d'une part, et l'Iran d'autre part. Et celui qui ramasse la mise, pour l'instant, c'est le président Erdogan, qui était au courant de l'offensive, à défaut de l'avoir initiée, et qui l'a soutenu d'ailleurs. Parce qu'autour du groupe HTS, il y a une myriade de groupes pro-turcs, justement, Turkmènes ou autres, qui sont en quelque sorte ses mandataires à lui, comme le Hezbollah était le mandataire principal de l'Iran. Donc il y a pour l'instant un grand gagnant dans le processus dit d'Astana, qui avait réuni les trois. Et puis on va voir l'évolution de la situation par la suite, parce qu'il y a un risque il y a un syndrome libyen qui plane sur la situation syrienne actuelle. Justement, comment on peut analyser cette déclaration de démission du côté du Kremlin, de Bachar el-Assad ? Oui, ce sont des éléments de langage. De toute façon, le président Poutine était particulièrement irrité par l'incurie, l'incapacité de Bachar el-Assad à reprendre en main la situation. Il pensait probablement pas que c'était aussi désastreux. Et il est d'autant plus irrité que le Kremlin aujourd'hui n'est pas en situation, comme en 2015, de lui sauver la mise. D'ailleurs, il n'a pas pu le faire. Mais le Kremlin est très préoccupé parce qu'il a deux bases très importantes. Une base militaire navale à Tartous et une base aérienne à Meymin, donc en pays alawite, mais dont évidemment le devenir est incertain au regard de l'évolution actuelle de la situation. Le président Trump a également réagi. Il a dit que Vladimir Poutine ne souhaitait plus protéger Bachar el-Assad. Il souhaitait plus, il ne pouvait plus, de toute façon, pour une raison simple, c'est que un nombre important des aviateurs qui avaient participé à son soutien pour sauver le régime en 2015, ils sont aujourd'hui sur le front ukrainien. Ils sont plus justement en Syrie. Donc il n'était pas en situation de pouvoir le faire, quand bien même aurait-il souhaité de le faire. Et il a pris acte du fait que, de toute façon, Bachar était démonétisé. Le président français Emmanuel Macron s'est félicité de la fin de l'état de barbarie, que l'état de barbarie soit tombé. On a même son de cloche du côté de l'Allemagne. On a l'impression que la situation en Syrie était loin des principales préoccupations de l'Europe. Oui, mais ça pourrait redevenir. D'ailleurs, que dans la formulation du président, il y a l'état de barbarie qui fait référence à un livre très, très connu de Michel Seurat, justement, qui était l'analyse clinique du système Assad, de la famille Assad. En l'occurrence, il y a notamment dans le fait que les prisons ont été vidées par les vainqueurs, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une source d'inquiétude, parce que dans ces prisons, il y avait des opposants, mais il y avait aussi des djihadistes. Et donc, dont des djihadistes européens. Donc il y a évidemment aussi cette inquiétude qui est consécutive à cette situation. On en a parlé il y a quelques instants avec notre correspondant à Israël concernant les frappes notamment de l'armée israélienne. Est-ce que cette chute du régime de Bachar el-Assad peut avoir des conséquences sur le conflit israélo-palestinien ? Pas directement. En réalité, la Syrie était une des pièces de ce fameux croissant chiite, en fait, de l'arc de la dite résistance à Israël, la Moukawama, organisée par l'Iran. Et c'est un problème majeur pour l'Iran, parce que la Syrie servait de hub, en fait, pour Téhéran, pour approvisionner le Hezbollah en armes. Et évidemment, c'est une réplique sismique post-7 octobre 2023, ce qui se passe en Syrie. La Syrie était dans l'œil du cyclone, l'œil s'est déplacé et la Syrie s'est retrouvée dans le cyclone, justement, parce qu'une partie des effectifs du Hezbollah qui étaient localisés en Syrie ont été relocalisés, justement, au Liban, dans la confrontation avec Israël, ce qui affaiblit le régime syrien qui se retrouvait seul, sans soutien russe décisif et sans soutien iranien décisif.
Merci David Rigoulet-Rose pour ces précisions. Vous êtes chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup.